Meeting, Welcome to the meeting of the Standing Committee on Social Affairs et de la technologie. I'm Art Eggleton, Senator. Je m'appelle Art Eggleton, je suis sénateur de Toronto et je suis président du comité. Et je demanderai maintenant aux membres du comité de se présenter, en commençant par ma droite. Judith Seidman de Montréal et vice-présidente du comité. Rosemary Poirier du Nouveau-Brunswick. Nancy Greenrain de la Colombie-Britannique. Fabian Mann de Terre-Neuve et Labrador. Tony Day Green, Ratnaud Misvar de l'Ontario. Chantal Petitclerc du Québec. Nous tenons aujourd'hui notre troisième et dernière réunion au sujet des questions concernant les affaires sociales, concernant le mandat d'adoption au Canada après la guerre pour les mères célibataires. Nous accueillons aujourd'hui 4 témoins qui feront un exposé, qui sera suivi d'une période de questions et réponses. De l'Église unie du Canada, le révérend Dan Hayward. De Mouvement Retrouvailles, Caroline Fortin, présidente et coordonnatrice provinciale. Et Diane Poitras, une personne adoptée et qui est membre de Mouvement Retrouvailles. Et enfin, l'Association ontarienne des sociétés de l'aide à l'enfance, représentée par Mary Ballantyne, chef de la direction. Nous allons entendre les témoins dans l'ordre indiqué, et à savoir de gauche à droite, si cela vous convient. Nous commencerons donc par les remarques liminaires des témoins. Vous avez chacun 7 minutes. Allez-y, monsieur le révérend Dan Hayward. Vous parlez aujourd'hui. Entre 2010 et 2012, le personnel de l'Église unie du Canada a été appelé par plusieurs organisations et particuliers qui s'inquiétaient de l'expérience des femmes dont les enfants avaient été placés en adoption, notamment les femmes qui s'étaient sentées obligées de se faire entre 1940 et 1980. En 2013, l'Église unie a créé un groupe de travail sur l'adoption afin de faire enquête sur ces inquiétudes. Un chercheur externe a été mandaté de compiler l'histoire de ces installations de maternité de l'Église. Ce rapport décrit l'expérience de 7 femmes qui ont résidé dans ces installations de maternité dans les années 60 et 70. Ces femmes ont parlé de sévices physiques et verbales, de soins inadéquats, de solitude et de honte. Une femme a même comparé l'installation de naissance à une prison. Ces femmes se sont fait dire qu'elles seraient incapables d'élever leur enfant et que l'adoption était la seule possibilité. Nul n'a été informé de ces droits. L'Église unie administrait des maisons de maternité à Toronto, Burnaby, Winnipeg et Montréal, ainsi que d'autres refuges et installations qui offraient un logement à des femmes enceintes qui travaillaient en échange. La majorité de ces femmes n'étaient pas mariées. La plupart étaient vulnérables. Entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 1980, la plupart de ces femmes ont été pressionnées, voire forcées et obligées à renoncer à leur enfant. Le point de vue qui prévalait dans les années 40 à 70 était que l'adoption était la meilleure solution pour toutes les parties puisqu'elle donnait une nouvelle vie à un enfant qui autrement aurait été stigmatisé comme étant illégitime et donnait à la mère l'occasion et la possibilité de revenir dans sa communauté et au sein de sa famille sans payer le prix de sa soi-disant erreur. Bien, notre société pressionne souvent les adultes à devenir des adultes. Or, les personnes qui ne sont pas des parents ou sont incapables d'avoir des enfants font souvent dire implicitement ou explicitement que leur famille n'est pas complète. Ce choix d'adopter est souvent le résultat de cette pression de créer une famille nucléaire. Les parents adoptifs croient qu'ils vont recevoir un soutien et une affirmation de soi comme parents qui leur manquerait autrement. Pour certaines de ces femmes, entendre ce genre de message sociétal et être incapable d'avoir un enfant les mène à questionner leur rôle au sein de l'Église et de la société. Les mères célibataires connaissent également des pressions. Les femmes qui vivaient dans les maisons de naissance de l'Église unie
après la Deuxième Guerre mondiale, se faisaient dire qu'elles seraient incapables d'être une bonne mère ou que leur famille n'était pas adaptée à élever un enfant. Nous sommes heureux que la société canadienne reconnaît maintenant une plus grande diversité de familles. L'on reconnaît maintenant une plus grande diversité de familles au sein de notre société, interraciale, interculturelle, etc. Partout au Canada et au monde, certaines collectivités et familles ont été préjudiciées par des pratiques d'adoption contraires à l'éthique. Les adoptions internationales et nationales mettent souvent l'intérêt des parents adoptifs privilégiés devant ceux des parents biologiques pauvres. Les parents riches, les parents d'adoption riches, on présume souvent que les parents d'adoption riches donneront une meilleure vie à un enfant qu'une famille biologique pauvre. Les parents célibataires, les parents racialisés et les parents pauvres se sont souvent fait pressionner ou obligés de renoncer à leur enfant. Dans certaines collectivités, y compris des collectivités autochtones au Canada, un grand nombre d'enfants ont été retirés de la collectivité par un moyen d'adoption nationale ou internationale. Dans ce cas-ci, les membres de la collectivité se font souvent donner de l'information incorrecte au sujet de l'adoption. Or, nous savons que le retrait d'un seul enfant d'une seule collectivité a des effets préjudiciables profonds. Les enfants donnent une vocation à la collectivité et le soin des enfants donne à la collectivité un sentiment d'identité, de dignité et de sens. Au pire, l'adoption contribue à un génocide culturel. Et l'adoption n'est pas toujours dans le meilleur intérêt d'un enfant. D'après la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, chaque enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par ses parents. De plus, dans les États où des minorités linguistiques, religieuses ou ethniques ou des personnes d'origine autochtone vivent, un enfant qui appartient à une telle minorité ou un enfant autochtone a le droit d'être élevé au sein de sa collectivité, de connaître dans sa propre culture, dans sa propre religion et dans sa propre langue. Un grand nombre d'enfants qui ont été arrachés de leur famille biologique par l'adoption ont connu des traumatismes de perte d'identité et de culture, voire une perte de sentiment d'appartenance. Un grand nombre de ces enfants recherchent maintenant leur famille biologique pour en savoir plus sur eux-mêmes. Certains enfants adoptés connaissent une perte d'identité, tandis que d'autres sentaient qu'ils ont toujours appartenu dans leur famille d'adoption. Les problèmes d'identité est très complexe et le pire, c'est qu'un grand nombre d'enfants adoptés ont connu des situations de négligence ou de sévices dans des institutions, des foyers d'accueil ou des familles d'adoption. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de revoir le rôle des familles au sein des collectivités et les églises ont un rôle à jouer pour encourager les familles à se soutenir les unes les autres. Et de Jésus, nous savons que nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Nous en appelons aux églises d'appuyer les familles et tous les parents, surtout les parents qui sont vulnérables. Nous encourageons l'honnêteté et la vérité. Nous savons que les secrets et le manque d'accès à l'information est nocif pour les familles, les enfants et les collectivités. Nous estimons que les adoptions coercitives sont contraires à l'éthique. Nous lamentons, nous pleurons avec les familles et les enfants qui ont été soumis à une adoption contraire à l'éthique et nous regrettons le rôle que l'Église a joué dans ces adoptions contraires à l'éthique. Carolyn Fortin. Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous avez déjà en main le mémoire, donc il y a des parties concernant la loi québécoise dont je ne parlerai pas actuellement. Alors, la majorité des provinces au Canada ont modifié leur loi concernant la confidentialité des dossiers d'adoption, mais celles-ci ne sont pas uniformisées et donc discriminatoires. Dans notre mémoire, aux pages 3 et 5, vous allez voir quelques exemples de discrimination. Les parents d'origine et leurs enfants confiés à l'adoption n'ont pas choisi l'adoption comme mode de vie. Pour la plupart, ce choix leur a été imposé.
Plusieurs mères ont subi des sévices, des tortures psychologiques, émotionnelles et physiques pour payer pour leurs péchés. Elles ont souffert de regards méprisants, de paroles blessantes et de jugements de la société et des responsables des établissements qui les cachaient. Les accouchements dans la souffrance étaient une façon de payer pour leurs fautes. À la naissance, le seul choix qu'elles avaient était de laisser leurs enfants aux soins de communautés religieuses, de prêtres, d'avocats ou organisations plus ou moins fiables qui s'occuperaient de placer leurs enfants dans une bonne famille et, pour certains, de les placer moyennant une rétribution financière. Quel déchirement de perdre l'être porté en elles pendant 9 mois. Quel courage démontré pour confier une partie d'elles-mêmes à d'autres mains. Comment vivre leur vie sans connaître le fruit qu'elles ont porté. Elles se devaient de garder ce secret, de ne plus jamais en reparler et de s'exiler de leur coin de pays pour ne pas que la honte frappe leur famille. Ces secrets sociaux étaient gérés par le gouvernement, la religion et la société à l'époque. Pour les personnes confiées à l'adoption, ce bris du lien d'attachement causé par la séparation radicale avec leur mère a affecté leur vie. Certaines personnes ont encore bien du mal à rétablir les torts causés par cette rupture profonde que celle du lien utérin. Qui sont-ils? Qui leur a donné la vie? Quel est le visage de celle avec qui ils ont cohabité durant 9 mois? Quelle est l'histoire de leur naissance? Quels sont leurs antécédents médicaux, familiaux? Tout ceci fait partie des questions soulevées quant au droit à l'identité. Ces adoptions forcées du passé ont aussi affecté les autres membres de la famille qui n'ont eu aucun droit au chapitre et qui ont dû vivre avec ce lourd secret et ses conséquences négatives sur leur propre vie. Le droit à l'identité est un droit pour tout être humain, adopté ou non. Mais encore faut-il qu'une personne connaisse son statut d'adopté. Le directeur de l'État civil, à notre avis, devrait être en mesure de divulguer cette information dès la majorité, qui ne correspond plus à la notion d'enfant en matière de protection. Toutes les provinces devraient prévoir de fournir le maximum d'informations disponibles dans les dossiers d'adoption, que ce soit une copie complète du dossier d'adoption, incluant des documents de naissance, de baptême, d'adoption, car l'adopté et les parents biologiques sont les sujets principaux de ces documents. D'ailleurs, le certificat de baptême après l'adoption est, quant à nous, un document faussement légalisé pour effacer toute trace de l'illégitimité. L'identité du parent d'origine est l'identité même de la personne confiée à l'adoption. Aucun veto de divulgation d'informations ne devrait être accepté. Un veto de contact recevable devrait présenter d'excellentes raisons d'ordre médical ou de préjudices familiaux et inclure des informations sur les antécédents médicaux. Dans un monde idéal, aucun veto ne serait acceptable. La fratrie et la parenté liée par le sang est une source essentielle pour l'adopté. Il est essentiel de pouvoir mettre ces gens en relation sans retenue. Un parent adoptif, dont l'adopté est décédé, devrait également pouvoir être mis en contact avec le parent d'origine pour l'informer du décès de celui-ci et lui donner des informations. Que tu sois né dans une province ou une autre au Canada, les droits à l'identité devraient être les mêmes. Que tu aies été une mère célibataire au Québec, en Ontario ou ailleurs au Canada, le droit de connaître la personne que tu as mise au monde se doit d'être identique. L'identité et la vérité se doivent d'être respectées, universelles et prioritaires. De nombreuses personnes se tournent vers des sites Internet, des réseaux sociaux et de plus en plus vers des bases de données génétiques sur l'ADN pour retracer leur identité. Le secret ne pourra être maintenu indéfiniment. Pendant des décennies, les adoptions ont été forcées et les mères se devaient de plier devant tant de pouvoirs religieux, social et gouvernemental. Elles ont été ostracisées, montrées du doigt, nommées d'indésirables, de honte pour la famille et de pécheresses. Pourquoi? Pour avoir la vie en elles hors des liens sacrés du mariage. Le mal qui a été fait à ces milliers, voire millions de femmes canadiennes est irréparable. Encore aujourd'hui, elles en paient le prix. De nombreuses mères ont dû abandonner leur enfant. Certaines croient leur enfant mort à la naissance. Plusieurs n'ont jamais pu voir et prendre leur enfant dans leurs bras, tandis que d'autres en ignorent même le sexe. Des consentements ont été signés sous l'emprise des autorités ou sans être aptes à prendre une telle décision, tant par leur âge que par leurs conditions médicales et ou psychologiques. Notez que la notion de confidentialité ni leur droit de révocation n'étaient mentionnés sur ce document. Ces femmes stigmatisées par cette expérience de vie méritent que le voile soit levé et que leurs droits soient reconnus. La décision définitive d'adoption semblait provenir uniquement des gens en autorité pour lesquels une mère célibataire et son enfant étaient signes de faiblesse, de honte et d'impureté
pour lesquels il fallait qu'elle et son péché soient punis. Aujourd'hui, il est également important de prendre en considération l'aspect médical. Les composantes génétiques peuvent prendre une grande importance dans certaines pathologies physiques. Alors, qu'arrive-t-il lorsqu'une personne confiée à l'adoption, lorsque sa santé et celle de ses descendants sont mises en péril faute d'informations? Qu'en est-il de tous ces documents médicaux faussés par manque d'informations véridiques? Selon nous, la connaissance de leurs antécédents est un droit incontournable, un droit acquis. De graves manquements ont été commis et il est urgent de réparer le tout. Là où les dossiers sont ouverts, aucune conséquence négative majeure n'a été remarquée. Pourquoi en serait-il différent au Canada? La connaissance de ses racines biologiques est un besoin fondamental de la personnalité humaine. La confidentialité des dossiers d'adoption suscite d'importantes difficultés d'identification, donne un statut d'exception aux personnes concernées et leur enlève la possibilité de se référer à leurs véritables origines et de transmettre la vérité. Le droit à l'égalité et à la dignité est un droit pour tout être humain. Alors, en conclusion, la personne adoptée ignore la vérité face à ses origines. Le morceau manquant doit être accessible pour tous, sans discrimination. Le temps de l'ignorance est révolu. Adopter un enfant est un acte intentionnel. Confier un enfant à l'adoption ne l'était pas à l'époque et ne l'est généralement pas encore aujourd'hui. Dans les deux cas, l'enfant doit être le sujet de l'adoption et non l'objet. Ses droits se doivent d'être respectés. Donner la vie à un enfant était et demeure indubitablement un événement heureux. Malheureusement, pour plusieurs femmes, ce fut une grande souffrance, un grand déchirement, une blessure profonde, une marque au fer rouge. Une telle séparation est assurément un traumatisme profond, lequel hypothèque une vie entière. Des gestes ont été posés par le passé et nous considérons que des excuses nationales devraient être prononcées face à cette période d'une tristesse inimaginable pour quelqu'un qui n'a pas eu à vivre ces événements, mais combien dommageable pour ceux et celles qui l'ont vécu, et ils sont nombreux. Nous croyons que le temps est venu pour tous les Canadiens d'être en harmonie avec le droit à l'identité et la vérité. Tous doivent reconnaître cette dignité que d'être mère. Merci. Merci beaucoup. Diane Potra. Bonjour. Merci de votre invitation. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec mon vieux cœur d'orpheline. Pour marquer notre rencontre, je porte mon numéro de matricule 6076, reçu le lendemain de ma naissance à l'orphelinat de la crèche de la Réparation, où j'ai été baptisée sous le nom de Jeanne d'Arc Blondin. J'ai vécu 139 jours d'internement dans ce triste et lugubre orphelinat où chaque instant durait un siècle, surtout quand je pleurais d'ennui. Je voulais mourir dans toute ma solitude d'orpheline. Un jour, j'ai adressé mon plus beau sourire à 2 personnes étrangères qui voulaient adopter une petite fille. Ce fut le coup de foudre. J'ai été extrêmement ravie de sortir de cette prison de malheur où je ne pouvais retrouver la tendresse de ma maman d'origine. Ce jour-là, je me suis sauvée du risque très élevé et terrible de devenir une orpheline de Duplessis. Vers l'âge de 10 ans, j'ai appris mon adoption à l'école. Il était impossible d'en savoir plus long sur mon adoption parce que tous les documents avaient disparu. En 1991, j'ai décidé de faire une demande de retrouvailles. J'ai reçu le document appelé « Antécédents sociobiologiques ». Dans ce document, j'ai appris pour la première fois, à l'âge de 43 ans, que ma maman de naissance est arrivée enceinte au Canada après la guerre. De nationalité polonaise, elle venait d'un camp de réfugiés en Allemagne. Elle était polyglotte, sympathique, intelligente et elle avait une physionomie agréable. J'ai reçu les conseils des associations polonaises et du consulat. On m'a suggéré l'aide de personnes très compétentes pour communiquer avec ma mère dans sa langue d'origine. J'ai dû, obligatoirement, rencontrer une intervenante du Centre des services sociaux et j'ai été reçue assez cavalièrement. J'ai rencontré une autre travailleuse sociale qui était assez âgée, de style rétro, bigote, très distante, et elle m'a dit
qu'elle avait déjà travaillé auprès des mères qui devaient abandonner leur enfant. C'était une technocrate qui portait en elle une dévotion outrée à la sacro-sainte confidentialité. Sans l'énoncer clairement, elle m'a préparé très subtilement à un refus. En retournant à mon hôtel, j'ai senti des douleurs intenses à l'intérieur de moi. Mon cœur, brisé par la douleur, allait-il me lâcher? Et ma tête éclatée. J'avais déjà fait une paralysie faciale 9 ans plus tôt et je ne voulais surtout pas que cela se reproduise. Ultérieurement, ma maman polonaise et anglophone a été rencontrée par cette même travailleuse sociale anglophone. Après, elle m'a téléphoné pour me parler de ma maman d'origine. Ma mère avait refusé l'avortement. Elle était certaine que j'étais décédée. Un autre choc. Mes questions sur le plan médical ont été escamotées. Ma mère a vu plusieurs photos à différentes étapes de ma vie. Je n'ai même pas pu savoir si je lui ressemblais ou si un de mes enfants ressemblait à quelqu'un de sa famille. Quelle cruauté! J'ai l'impression d'avoir été jetée en bas de mon arbre généalogique. Plus tard, j'ai reçu une lettre de refus et mes larmes polonaises ont coulé abondamment. Cette démarche pour retrouver ma mère fut l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Un incroyable imbroglio à résoudre. Dans le document antécédent socio-biologique, ma mère avait 29 ans à ma naissance, donc elle est née vers 1920. Sur la déclaration de décès, ma mère est décédée à 84 ans, donc elle serait décédée en 2004. Jusqu'en 2010, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de décès d'enregistré. Cherchez l'erreur. De plus, je ne peux me recueillir à l'endroit où ma mère repose pour toujours. Le droit à la santé, qui s'en occupe? La santé des adoptés. Un de mes petits-enfants est autiste et il a 5 ans. Le médecin nous a informés avant Noël qu'il souffre des problèmes neurologiques provenant d'un chromosome inversé. Bien sûr, on m'a demandé s'il y avait des cas similaires dans ma famille. J'ai donné la réponse que j'ai répétée toute ma vie. Toute ma vie, je ne sais pas, j'ai été adoptée. Je ne sais pas, j'ai été adoptée. Il est impossible de recevoir l'aide de la Commission des droits de la personne et du protecteur du citoyen. Le principe est le suivant. Une adoptée est née de rien. Donc, on ne fait rien pour elle. Naître de rien pour vivre toute une vie dans les mystères et les mensonges, c'est ça, l'adoption plénière. Ma naissance, c'est la mienne, et non celle de quelqu'un d'autre. Et mes parents d'origine sont les miens par l'hérédité et le sang qui coule dans mes veines. Le mystère de mon incarnation a assez duré parce que c'est une violence terrible faite à mon intelligence. Je crois, sincèrement, que la mère qui donne la vie laisse toujours un doux parfum d'origine à son enfant. Toute ma vie, j'ai essayé de dessiner le portrait de mes parents de vie avec rien. Je peux essayer de créer ce portrait dans mes rêves, mais quand je me regarde dans le miroir, je ne me souviens pas de mes parents de naissance. Et pourtant, tout mon être en exprime l'absence. Que la vérité de ma naissance soit romantique ou tragique, elle m'appartient. Au Canada, tout le monde doit faire partie de la même symphonie humaine au moment de la naissance. Toute naissance doit avoir une identité vraie, une dignité, une valeur humaine et ne pas être un éternel mystère. De la porte de l'orphelinat à la porte du Sénat, mes origines gisent encore et toujours dans l'anonymat. Vous avez devant vous la plus orpheline des orphelines du Québec. Merci pour votre écoute et pour votre humanité. Les adoptés sont aussi des personnes.
Merci. Merci beaucoup. And finally, Et finalement, notre quatrième témoin est de l'Association ontarienne des sociétés de l'aide à l'enfance. Il s'agit de Mary Ballantyne, chef de la direction. Bonjour, je suis Mary Ballantyne et je suis de l'Association ontarienne des sociétés d'aide à l'enfance. On m'a demandé de discuter de la question des enfants nés de mères célibataires après la guerre. Like a real bureaucrat after hearing the Je vais avoir l'air d'une véritable bureaucrate après avoir entendu ces récits ce matin, mais ce n'est pas mon intention. Nous sommes une organisation de membres qui représente 48 sociétés d'aide à l'enfance et des sociétés de bien-être de l'enfant en Ontario. Nous avons la responsabilité d'offrir des services de protection aux enfants, y compris des services d'adoption aux enfants et aux jeunes à risque ou qui ont subi de la violence ou de la négligence. L'adoption, telle que nous la connaissons maintenant, est différente de la façon dont on la pratiquait au cours des 100 dernières années. Alors, à la suite de la création des sociétés d'aide à l'enfance, on s'est préoccupé de certaines circonstances morales et parfois les enfants étaient retirés de leur mère pour les sauver de ce qu'on considérait comme une vie de pauvreté ou de stigmate. En Ontario, comme dans le reste du Canada, bon nombre de mères célibataires ont dû abandonner leur enfant à l'adoption à cause des pressions sociales. Les jugements auxquels ils faisaient face étaient dus aux croyances de la société que les femmes ne pouvaient pas prendre de bonnes décisions en tant que parents et maintenir leur stabilité émotive. Leur enfant, donc, était considéré comme illégitime et ces mères, qui étaient souvent jeunes, devaient prendre des décisions désespérées. Souvent, elles étaient placées dans des maisons de maternité et n'avaient pas la permission de voir leur enfant lorsqu'il naissait. C'était un traumatisme important pour ces femmes et on leur fournissait peu d'appui parce qu'on croyait qu'elles devaient être blâmées pour s'être retrouvées dans ce genre de situation. Et les femmes et leurs enfants serait mieux donc de trouver un couple stable pour l'enfant. Les enfants noirs étaient considérés comme non adoptables à cause des attitudes envers les femmes racialisées. Les femmes blanches donc étaient considérées comme de meilleures candidates. L'adoption a eu des incidences négatives également sur les familles autochtones. Les sociétés d'aide à l'enfance en Ontario ont reconnu avec une excuse l'effet dévastateur de la rafle des années 60, avec les effets qu'on voit encore aujourd'hui. Les lois concernant l'adoption ont été développées pour répondre aux attitudes de l'époque. En 1921, l'Ontario a adopté sa première loi en la matière avec la loi sur l'adoption. Cela réglementait les adoptions et les sociétés d'aide à l'enfance étaient responsables de trouver des foyers d'adoption. Cela permettait au certificat de naissance de l'enfant d'être modifié. En 1927, on a scellé les dossiers de ceux qui étaient impliqués dans les dossiers d'adoption. Cela reflétait le point de vue à l'époque que le fait de connaître le statut d'un enfant pourrait lui nuire. Et je reconnais, après avoir travaillé dans le domaine pendant 30 ans, que c'était le cas. Et même aujourd'hui, on estime encore que ce n'est pas l'intérêt de l'enfant parfois d'avoir accès à son historique familial. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et nous changeons d'attitude maintenant. Les données indiquent qu'en Ontario, entre 1942 et 1971, plus de 96 000 adoptions ont été complétées. Et nous avons pu valider ces données, mais nous reconnaissons ce nombre très important. Pendant les années 70 et 80, la honte et la discrimination à laquelle les jeunes femmes faisaient face a commencé à diminuer. Plus souvent, les mères pouvaient prendre des décisions informées pour elles-mêmes et leurs enfants. Les sociétés d'aide à l'enfance soutenaient les mères célibataires lorsqu'elles décidaient d'élever elles-mêmes leurs enfants. Il y a eu de nombreuses modifications apportées à la loi. À cette époque, en 1978, l'adoption privée est devenue une alternative réglementée à l'adoption publique. Les sociétés d'aide à l'enfance ont pu offrir des subventions pour les enfants à besoins spéciaux.
On a prévu aussi des droits particuliers pour les enfants. En 92, les sociétés d'aide à l'enfance ont révisé les pratiques d'adoption. Donc, les pratiques comme limitant l'âge, le statut civil pour certains parents ont été jugées discriminatoires. En 85, la nouvelle loi a prévu des règlements pour l'adoption pour qu'on fournisse des conseils appropriés pour le parent renonçant à son enfant et ceux qui voulaient adopter. Ensuite, on a prévu de nouveaux financements pour soutenir l'adoption d'enfants plus âgés pour atteindre les objectifs. Les attitudes et les lois concernant la divulgation ont également changé avec le temps. Le secret entourant l'adoption a été une question controversée pour les adultes adoptés. En mai 2008, la proclamation de la nouvelle loi a donné davantage de droits aux enfants adoptés, leur permettant de trouver certains renseignements reconnaissants, cependant que cette information est souvent difficile à trouver. L'importance de l'ouverture est de retenir certains renseignements après l'adoption est mieux compris. En 2006, des amendements ont été apportés à la loi sur les services sociaux pour permettre une certaine ouverture. Et d'autres amendements en 2012 ont obligé les sociétés d'aide à l'enfance à envisager l'ouverture dans tous les cas. Ensuite, on a ouvert davantage cette ouverture pour permettre aux enfants inuits et autochtones d'avoir accès à cette information. Alors, nous sommes sur un parcours pour mieux comprendre comment nous pouvons mieux appuyer des résultats positifs pour différents groupes racialisés, y compris les Canadiens, les Afro-Canadiens, entre autres. Alors, et l'adoption fait donc l'objet d'études. Aujourd'hui, en Ontario, l'adoption est considérée comme l'une des gammes d'options pour les sociétés d'aide à l'enfance lorsqu'on prend des décisions concernant un enfant ou un jeune. D'autres adoptions, d'autres types d'adoptions comprennent d'autres types de soins. Included openness orders. Alors, on nous dit qu'entre 2009 et 2017, les données nous indiquent que le nombre d'enfants disponibles pour l'adoption a diminué. C'est parce que le but principal de la Société d'aide à l'enfance d'offrir des services concentrés sur les besoins des enfants sont considérés comme primordiaux. Alors, les attitudes ont progressé concernant les enfants et leurs familles et nous reconnaissons que nous n'en sommes qu'à un point sur ce parcours et il faut reconnaître l'impact de la permanence et de la séparation des enfants de leur famille. Il faut essayer de trouver de meilleures solutions. Nous reconnaissons que les soins aux enfants ou le bien-être des enfants n'a pas toujours été prise en compte. Nous collaborons mieux maintenant avec nos partenaires pour améliorer notre travail, y compris les services d'adoption en Ontario. Et je suis heureuse maintenant de répondre à vos questions concernant le rôle des sociétés d'aide à l'enfance. Merci, Madame Ballantyne, et merci à vous quatre qui nous ont fourni énormément d'informations sur la question. Alors, je vais demander maintenant aux deux vice-présidents du comité de poser les premières questions. Le sénateur ou la sénatrice Sidman, plutôt. Oui, merci. Et merci à toutes d'être là aujourd'hui. Depuis 3 jours, nous avons entendu vos témoignages qui viennent du fond du cœur, comme vous l'avez indiqué aujourd'hui. Il y a des mères qui ont été forcées de renoncer à leur enfant. Et il y a des enfants qui n'ont jamais compris pourquoi ils avaient été abandonnés. Ce fut une période sombre et c'est très difficile pour nous, je crois, de comprendre comment cela a pu se produire.
Mais je crois maintenant qu'il faut vraiment songer à prendre des mesures. Et nous sommes ici pour faire des recommandations à la fin de notre étude sur ce qu'on peut faire pour redresser ces choses terribles qui ont été faites hier. Nous avons entendu le Sénat australien qui s'est penché sur la question. Et il y avait eu 3 grands thèmes dans leur rapport. D'abord, des excuses, ensuite des contributions financières et ensuite des services de soutien. De même que, évidemment, l'accès à l'information. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais toutes vous entendre là-dessus. Si vous aviez une recommandation à nous faire, une suggestion qui, à votre avis, serait la chose la plus importante à recommander dans notre rapport, nous pourrions commencer par là. Eh bien, je pense qu'une excuse, c'est une chose qui est envisagée, je pense, pour le comité, et c'est certainement une option aussi pour le gouvernement du Canada qui recevra votre rapport. Notre congrégation s'est penchée là-dessus et nous songeons maintenant à ce qu'il faudra faire à l'avenir. Il y a un rapport majeur sur la théologie de l'adoption qui a été adopté cette année et qui se penche sur un grand nombre d'enjeux au-delà de la gestion des maisons de maternité par l'Église unie pendant la période de l'après-guerre. Alors, des excuses, ce serait une étape majeure à la fois pour l'Église et pour le gouvernement pour qu'on puisse faire ce travail de base. Dire ça en français. Alors oui, effectivement, des excuses nationales, je crois que ce serait une des choses très importantes à faire parce qu'il y a vraiment eu de nombreuses personnes qui ont été affectées par ces adoptions forcées-là. Par contre, aujourd'hui, on est rendu en 2018, il y a énormément de gens, de mères célibataires à l'époque qui sont décédés aujourd'hui, qui ne pourront recevoir ces excuses-là. Donc, ce serait de les adresser à toutes les personnes qui sont concernées. Donc, le parent biologique, mais ses autres enfants, sa famille et tout ça, la personne adoptée ou la personne confiée à l'adoption qui n'a pas été, malheureusement, qui n'a pas été adoptée. Mais je pense que oui, ce serait quelque chose d'intéressant. Mais, à mon sens, au-delà des excuses, ce serait vraiment important de remettre, comme on dit, partout où on passe, le droit à l'identité de toute personne. Donc, l'ouverture des dossiers d'adoption et que l'information soit transmise tant à la personne adoptée qu'aux parents biologiques. Là, si je parle pour le Québec, au Québec, il y a une loi qui va être en vigueur en juin prochain et l'ouverture ne se fait que du côté de l'adopté vers son parent d'origine. Le parent d'origine pourra avoir accès à l'identité de l'enfant, mais avec son consentement. Donc, comme ça se fait actuellement. Alors, ce n'est pas des adoptions ouvertes, en fait. Ça continue. Donc, il faudrait que les deux parties aient droit à tout document qui, à mon sens, et au sens du mouvement Retrouvailles, ces documents-là leur appartiennent de droit. Bon, j'abonde dans le même sens que Caroline. Moi, il y a quelque chose qui... je suis d'accord avec les excuses. Les dossiers ouverts. Moi, j'attends, là. Ma hantise, là, c'est de mourir sans savoir à l'âge que je suis rendue, là. L'horloge, elle ne revient pas par en arrière, hein. Elle avance par en avant. Moi, il y a quelque chose, là. La Charte des droits et libertés, comment ça se fait qu'on n'est pas là-dedans? Je me sens pas inclus, je me sens pas que je fais partie de la Charte des droits et libertés. Parce que pas savoir qui on est, ce n'est pas être libre, à mon avis. Alors, je suis d'accord pour les excuses, donner la chance aux adoptés d'avoir leur dossier. Et je vous supplie, c'est urgent, très urgent. Parce que moi, je veux léguer à mes enfants un héritage de vérité, à mes enfants et à mes petits-enfants. Hier soir, mon petit-fils il a dit « Mamie, quand tu vas venir, est-ce que tu vas savoir le nom de ta mère? »
Est-ce que tu vas... Puis là, ben, les petits, ils comprennent pas toujours. Il va dire, est-ce que tu vas savoir le nom de ta vraie mère? Mais moi, tant qu'à moi, j'en ai eu deux. Celle que j'ai pas connue, je l'ai jamais abandonnée. Je l'ai toujours aimée. C'est urgent, urgent, urgent. Parce qu'au Québec, moi, j'ai bataillé pendant 25 ans dans le sens que j'allais porter mes antécédents biologiques. Là, tout le monde les a eus au Québec, là. Les députés, les ministres, les journalistes, en tout cas, tous les histes. C'est pas croyable, mais j'ai l'impression qu'on est une classe à part, une classe de sous-citoyens. Quand tu dis, c'est qui ta mère? Tu ne sais pas. Puis là, quand tu rencontres quelqu'un au consulat, tu dis, une personne sans nom, sans visage, à peu près tel âge, t'as l'air de quoi? Je trouve que c'est la plus grande humiliation qu'on n'a jamais connue. Alors, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Mary Ballantyne? Madame Ballantyne. Effectivement, des excuses s'imposent. Et je ne peux parler que pour l'Ontario. Mais je crois que des excuses doivent être suivies de gestes concrets. Et je ne crois pas que l'Ontario soit prêt à poser ces gestes concrets. Ma recommandation est donc que si vous allez présenter des excuses, alors vous devez soutenir les systèmes de services à l'enfance et examiner le rôle qu'ont joué les systèmes de services à l'enfance. Or, en Ontario, nul n'a encore examiné le rôle qu'ont joué ces services. On a examiné le rôle qu'a joué le ministère des Services à l'enfance dans la vie des enfants autochtones, mais pas dans la vie des enfants adoptés. Sans parler des jeunes femmes, des mères. Vous savez, j'ai commencé ma carrière au moment où ces maisons de naissance les dernières maisons de naissance fermaient leurs portes et je puis vous dire que depuis, nous n'avons pas examiné les rôles et responsabilités des uns et des autres. Donc, avant d'émettre des excuses ou au moment d'émettre des excuses, il faut examiner le rôle et les responsabilités des diverses parties. Oui, il faut toujours prôner l'ouverture et la divulgation. Donc, nous ne sommes pas encore allés assez loin dans l'ouverture et la divulgation. Le système n'est pas encore assez ouvert. Il y a encore trop de secrets. Comme je le disais, en Ontario, 1/3 des adoptions depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont des adoptions ouvertes. Mais qu'en est-il des 2 autres tiers d'adoptions? Pourquoi sont-elles fermées et quel est ce mystère? Très bien. Avant de passer à la prochaine personne, d'où venait l'argent des centres de maternité? Vous avez parlé des lois ontariennes. J'imagine que le gouvernement de l'Ontario devait aider à financer ces maisons de maternité. Des sommes seraient également venues du fédéral, j'imagine. Comment ces maisons de naissance étaient-elles financées? Eh bien, je peux essayer de trouver la réponse, mais j'imagine... Bon, alors j'imagine que les maisons de naissance liées à des églises étaient financées par leur église. Sinon, j'imagine que les sociétés d'aide aux enfants, donc l'administration provinciale, donc, devait financer les autres types de maisons de naissance. Et j'imagine aussi que certaines familles devaient payer directement pour ces jeunes femmes. J'imagine qu'un certain nombre de ces jeunes femmes venaient de familles aisées et donc leur famille devait payer les services. Maintenant, je ne sais pas quel aurait été le rôle du fédéral, puisque le fédéral n'a pas vraiment compétence sur les enfants. C'est une compétence provinciale.
sauf dans le cas des enfants autochtones. D'accord. Sénatrice Petitclerc. Merci du fond du cœur de vos informations, de la générosité de votre témoignage. J'ai le goût de vous poser une question sur le après et sur la guérison, parce que ce qu'on sent, évidemment, bon, on nous explique, ce qui n'excuse pas, là, mais on explique le contexte historique, religieux, culturel de ce drame-là. Mais ce qu'on a entendu un petit peu les derniers jours, c'est qu'aujourd'hui, là, alors qu'il y a beaucoup de mères et d'adoptés aussi qui se retrouvent quand même dans un traumatisme, un abandon, parfois 2 abandons quand les retrouvailles ne fonctionnent pas. Et je veux savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du soutien qu'on vous offre ou qu'on vous offre pas, spécifique à ce drame et ce traumatisme que vous avez vécu. J'ai l'impression, avec tout ce que j'ai entendu et lu, que pour toutes sortes de raisons, c'est un petit peu, j'ose pas dire sous-estimé, tu sais, mais ou incompris en tout cas. Ce traumatisme-là. Et je veux savoir, d'une part, si ça existe, la qualité du support, du suivi psychologique, si c'est offert, si ça existe, et sinon, quelle est l'importance et est-ce que c'est une des recommandations qu'on devrait faire? Peut-être, oui. Peut-être Madame Fortin, Madame Poitras. Mm-hmm. OK, alors, bon, c'est certain que si on parle pour les adoptions du passé, en fait, c'est le cas aujourd'hui, on parle des adoptions forcées du passé, il y a très peu de soutien qui est offert, si ce n'est que par des organismes peut-être comme le nôtre ou comme Parent Finders ou même Origine Canada, d'autres organismes qui sont majoritairement bénévoles. Qui peuvent aider les gens, c'est ça, tu sais, à discuter. Si je parle du mouvement Retrouvailles, nous, on n'a pas de soutien, je vous dirais, d'ordre psychologique adapté, de façon médicale, où c'est vraiment l'expérience des gens qui sont chez nous, des gens qui sont adoptés, des gens qui sont des parents d'origine. On a même des parents adoptifs et qui viennent échanger avec d'autres personnes et qui vont, des fois juste le soutien, l'échange avec d'autres, de voir qu'on n'est pas seul dans cette situation-là, ça va faire du bien, mais ce n'est pas, à mon avis, un soutien qui est, dans certains cas, dans certains cas, il n'y a aucun problème, c'est correct, mais il y a des cas vraiment profonds et ces gens-là doivent aller vraiment vers de l'aide, là, je dirais de façon individuelle, mais ça ne, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas énormément d'aide à ce niveau-là. C'est sûr qu'ils peuvent aller, si on va au Québec, ce sont les centres jeunesse qui s'occupent de faire des retrouvailles. Et lorsque les retrouvailles sont faites, il y a très peu de suivi par la suite. Donc, à ce niveau-là aussi, les retrouvailles, c'est beau, on a fait les retrouvailles, puis après, le dossier est fermé, on n'en parle plus. Mais il y a une petite préparation, mais c'est pas suffisant. Il y a des mères qui vont refuser de rencontrer leur enfant parce qu'elles ne sont pas prêtes, elles ne sont pas préparées, elles n'ont pas de délai pour réfléchir à la réponse qu'elles vont donner. Ces femmes-là ont été pendant toute leur vie dans le secret, n'ont jamais été suivies, n'ont jamais rencontré de psychologue ou quoi que ce soit parce que c'était secret. Elles ne pouvaient pas en parler, elles ne voulaient pas en parler. Et elles arrivent avec une demande de retrouvailles et dans plusieurs cas, je ne dis pas dans tous les cas, parce qu'il y a des cas où vraiment l'approche elle est faite de façon humaine, elle va donner du temps à la personne, puis là je parle de la mère, mais ça peut être aussi pour l'adopter, du temps à la personne de réfléchir et de prendre une bonne décision et d'absorber tout ça. Mais dans d'autres cas, cette mère-là va avoir un téléphone et ça va s'arrêter là parce qu'elle va dire non, je ne suis pas prête, je ne veux pas, je refuse, et c'est inscrit refus dans le dossier. Donc,
il n'y a pas de suivi là, qui est fait à ce niveau-là. Donc oui, il y a un manque. Puis là, on parle des adoptions du passé. C'est sûr que les adoptions d'aujourd'hui, c'est différent parce que la dynamique n'est pas la même. Ce ne sont pas les raisons des adoptions ne sont pas du tout de même type. Donc, on ne peut pas appliquer qu'est-ce qu'on applique aujourd'hui aux nouvelles adoptions que ce qu'on aurait pu appliquer par le passé. Mais non, il n'y a pas eu vraiment de suivi, puis il n'y en a pas encore énormément aujourd'hui. Comme vous disiez, c'était peut-être sous-estimé, mais je pense que c'est pas peut-être, c'est sous-estimé. Bon, justement, il n'y en a pas d'aide. Moi, je me suis inscrite au mouvement Retrouvailles il y a 25 ans, aussitôt que j'ai eu ce fameux document. Ce que je pourrais dire à titre personnel, c'est que j'ai appris beaucoup de la part des mères qui cherchaient leur enfant, qui avaient un refus et tout ça, qui racontaient leur histoire. D'autres adoptés qui venaient, puis qui racontaient leur histoire, puis ils montraient leur dossier, puis on a toujours échangé là-dessus. Alors, j'ai gardé toujours un contact avec ces gens-là. J'ai appris énormément. Je pense que ça a été mon école. Et moi, je peux dire... J'ai été chanceuse dans la vie. J'ai un bon mari, des bons enfants, j'ai une belle carrière, j'ai tout pour moi. J'ai eu de l'amour. Bon, c'est facile. Mais j'ai lu énormément. Énormément. Je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Mais ce que j'apprécie, dire là, que je serais allée voir un psychologue ou quelqu'un, je suis pas sûre qu'ils sont formés vraiment pour les personnes adoptées puis les mères biologiques. Je ne veux pas prétendre qu'ils sont pas bons, là, mais cette partie-là n'a pas été développée, on dirait. Puis aussi, je trouve qu'au Québec, c'est comme on a donné une noblesse à l'adoption. C'est le Wonderland, là. C'est le Walt Disney, l'adoption. Tout le monde est... Tu sais que tout le monde est heureux. Si on se marie, on est heureux, on a des enfants. Bon, on adopte, on est heureux, on a des enfants. Mais notre quête à nous autres, ce qu'on veut savoir, ça a été comme oublié. C'est comme normal que, tu sais pas, elle a refusé, tu la connais pas, puis, tu sais. Ça fait que, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Moi, c'est le mouvement Retrouvailles qui a été une source d'inspiration, de ne pas se sentir tout seul. Parce que bien souvent, quand tu cherches puis tu trouves pas, tu rentres chez toi puis tu es tout seul devant ta quête parce que tu es encore face à rien. C'est tout. Do either of our other two panelists want to weigh in on that? Les autres témoins souhaitent-ils contribuer? Je n'ajouterai qu'une chose. Même si l'on adoptait une loi sur l'ouverture des dossiers et des services attenants, eh bien, je crois que ces services seront toujours fournis comme s'il s'agissait d'un service discrétionnaire ou facultatif. Dans le monde de la protection des enfants, lorsqu'un intervenant doit décider s'il va faire enquête sur une situation où un enfant est à risque ou s'il doit prendre une décision sur la divulgation d'informations à une famille qui va être réunie, eh bien, devinez quel enfant aura la priorité. Et donc, ces intervenants doivent toujours faire des choix quant au cas à étudier en premier et quant aux interventions à faire en premier. Et donc, je pense que les cas d'adoption ne seront jamais servis, sans oublier le fait qu'il n'y a pas de soutien non plus pour les familles et les enfants. Souvent, il faut des années, des mois, voire des années avant de se sentir préparé psychologiquement pour se réunir avec son enfant ou son parent. Or, les services n'accordent qu'une ou deux réunions pour ces réunifications, alors qu'il en faudrait plusieurs sur une longue période. Lorsque le groupe de travail sur l'adoption a fait rapport, voilà quelques années, il a proposé que l'Église élabore des prières ou
discours à employer à la messe pour parler de ce drame et pour aider les enfants et les mères touchés par ce drame. Cela pourrait être une façon pour l'Église de réagir à ce traumatisme. Bon, vous le savez que les 2 tiers des Canadiens, seulement les 2 tiers des Canadiens sont chrétiens et un grand nombre d'entre eux n'ont toujours pas composé avec le drame de l'adoption. Chers collègues, il y a beaucoup plus de questions que de temps, alors je crains de devoir imposer la règle d'une question par personne. Alors, sénatrice Bernard. Merci, Monsieur le Président. Je tenterai donc de fusionner mes 3 questions en une. Partie A de la question. Madame Ballantyne. Vous avez dit que les enfants noirs étaient perçus comme étant inadoptables. Alors, je me demande ce qui est arrivé à ces enfants inadoptables. Et je me demande si les autres témoins sont au courant de la société Open Door de Montréal qui, auparavant, plaçait des enfants noirs au sein de familles américaines, aux États-Unis. Donc, apparemment, il y a eu un grand nombre de ces adoptions internationales dans les années 60 et 70. Et savez-vous ce qui est arrivé à ces enfants? Oui, effectivement, un grand nombre des enfants inadoptables auraient été qui n'auraient pas été adoptés seraient restés dans une situation de tutelle, de foyer d'accueil, ce qui, bien entendu, est une vie très précaire puisque ces enfants n'arrivent jamais à se faire adopter dans une famille stable. Donc, la plupart d'entre eux, malheureusement, auraient vécu dans un état de précarité au sein de foyers d'accueil temporaires. Tandis que les enfants qui étaient adoptés auraient été adoptés au sein de familles blanches ou de familles d'une culture différente. Et ce n'est que maintenant qu'on commence à découvrir l'incidence de ce traumatisme chez les enfants adoptés dans une famille culturelle qui n'est pas la leur. Mais nous ne savons pas réellement ce qui est arrivé à ces enfants. Nous n'avons pas fait les recherches à cet égard. Nous avons concentré nos recherches sur les enfants qui sont dans le système actuel. Mais je puis vous dire qu'effectivement, les enfants noirs auraient été représentés de façon disproportionnée au sein des services de bien-être aux enfants. Et vous aviez cette question au sujet du groupe Porte ouverte Montréal. Et y a-t-il une réponse? C'est pas quelque chose que j'ai qu'on a vraiment développé au sein du mouvement Retrouvailles. On connaît ce qu'on appelait le Black Market Babies dans les années 40, 50. Effectivement, il y a des enfants qui sont nés, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, peu importe, et qui ont été vendus carrément à de riches Américains. Mais au niveau des enfants noirs spécifiquement, sincèrement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je n'en ai aucune idée. Okay. Anything else, panelists? Autre chose? Alors, comme vous avez été aussi rapide, bon, les meilleures pratiques. Vous avez mentionné que des excuses sans mesure ne serviraient à rien. Alors, quelles seraient les meilleures pratiques qui pourraient suivre des excuses? Eh bien, très rapidement, en fonction de ce dont on a parlé, s'il y a des gens qui veulent
trouver leurs parents de naissance, ou s'il y a des parents de naissance qui veulent trouver leur enfant adopté, eh bien, quelles sont les ressources? Eh bien, il faut mieux reconnaître la douleur et les traumatismes reliés à ce phénomène. Donc, nous songeons à ces programmes. Et il y a aussi les pratiques d'adoption d'aujourd'hui, l'ouverture et ce que nous faisons pour aller de l'avant. Comme je l'ai dit, en Ontario, les 2 tiers de ces adoptions, et une bonne partie de cela est encore basée sur le fait qu'on pense toujours que les enfants devraient plutôt penser à leur avenir, enfin. Et donc, maintenant, nous nous penchons sur ce changement culturel et nous pensons davantage aux besoins des enfants et de leur famille. Merci. Alors, ma question a été couverte par la sénatrice Bernard. Merci, mais pour faire un suivi, vous dites que seulement le tiers des adoptions en Ontario maintenant comprennent cet engagement envers l'ouverture. Alors, cela m'indique qu'on a à peine commencé à résoudre le problème. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faudrait faire de la promotion aux mères qui songent à donner leur enfant en adoption, leur faire connaître ces possibilités d'ouverture, donc pour les besoins de leurs enfants? Eh bien, il y a 2 choses. D'abord, la plupart des enfants soumis à l'adoption maintenant ne sont plus des nourrissons. Ce sont surtout des enfants qui ont été dans le système de bien-être de l'enfance et qui ont été retirés de leur famille à cause des problèmes d'abus ou de négligence dans la famille. Alors, la situation des jeunes enfants qui viennent pour l'adoption est différente. Il y a aussi l'élément ouverture. En fait, il y a des contacts continus entre la famille de naissance et l'enfant et la famille d'adoption pendant la vie de cet enfant. Et donc, ce concept d'ouverture doit être pris en compte pour chaque enfant qui passe de la garde de la couronne à l'adoption. Et c'est différent s'il y a des gens qui, après, veulent revenir pour la divulgation. Et c'est le droit de tous les enfants et de toutes les familles. Mais ce changement énorme de perception dans ce qui est important pour les enfants lorsqu'il s'agit de l'adoption, eh bien, c'est bon donc que ces enfants aient de bons liens avec leurs racines et qu'ils connaissent leur famille de naissance. C'est donc un élément très important. Mais en plus, les parents d'adoption doivent maintenant voir leur rôle de parents adoptifs différemment. Parce que l'enfant qui arrive dans leur famille, dès le début, a 2 familles. Et il faut voir comment on peut intégrer cela dans la vie de cette jeune personne. C'est donc un changement culturel très important. Et comme le représentant de l'Église unie le disait, le concept de ce qui fait une famille maintenant, eh bien, en tant que société, il faut continuer à en faire la promotion de façon différente. La société, ce n'est pas seulement une famille avec un père et une mère. Et je pense que nous avons fait beaucoup de chemin dans certains de ces cas. Mais songez à un enfant qui est né dans une famille, qui est élevé par une autre famille, et qu'il y a des relations entre les deux, qu'il faut du soutien pour cela, eh bien, c'est le genre de choses que dans la société, on n'a pas encore reconnu autant qu'on aurait dû le faire. Mais après avoir entendu des histoires de ceux qui ont vécu ce genre de séparation, eh bien, je pense qu'il faut raconter davantage ces histoires pour qu'on travaille plus fort dès le début pour aider ces enfants à maintenir ces liens. Sénatrice Poirier. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire comme mes collègues, et poser ma question au complet tout de suite. Alors, ma question est pour le révérend Hayward. D'après ce que j'ai compris,
de ces maisons de maternité, bon, on retirait les enfants des mères à l'époque et bon, il y avait un partenariat entre une organisation religieuse, le gouvernement fédéral et, dans certains cas, la province. Alors, selon vous, est-ce que c'était un tiers, un tiers, un tiers? Ou y avait-il l'un des tiers qui était le leader? Et est-ce que c'était l'Église ou le gouvernement fédéral? Et est-ce que la plus grande partie des fonds pour ces maisons de maternité provenaient des organisations religieuses ou s'ils provenaient du gouvernement fédéral? Et finalement, savez-vous si d'autres églises ont fait ce que vous avez fait à l'Église unie du Canada? Et est-ce qu'on a commencé donc à travailler avec ces mères et les enfants adoptés pour offrir des excuses? Est-ce que vous savez donc s'il y a d'autres églises qui le font ou si c'est seulement l'Église unie du Canada pour l'instant? Eh bien, d'après nos archives, parce qu'aucune des maisons de maternité gérées par l'Église ne sont encore ouvertes, sauf la maison Victor qui est maintenant le centre Massey pour les femmes et qui offre maintenant du counseling aux jeunes filles et aux femmes. Donc, je peux vous donner l'exemple de la maison Victor qui a commencé avec l'Église méthodiste à partir de 1925. Leur financement, à l'origine, était basé sur le soutien de l'Église méthodiste et ensuite l'Église unie, les dons et les revenus des entreprises commerciales, par exemple les résidences, pendant qu'elles étaient dans la maison, elles vendaient des tabliers, par exemple. Ensuite, il y a eu du soutien d'organisations féminines et des dons privés et des subventions aussi du gouvernement ontarien. Donc, d'après nos archives, nos recherches ont produit un tableau de ces installations et n'ont pas donné de détails très précis, mais les archives existent toujours. Bon, évidemment, tout se faisait sur papier à l'époque et cela dépendait des directeurs et du personnel de l'établissement à l'époque, mais cela se trouve dans nos archives. Y a-t-il d'autres organisations religieuses aussi qui se sont manifestées à la suite de vous et qui ont reconnu leur tort et qui travaillent maintenant avec des femmes pour exprimer des excuses au nom de l'Église, comme vous? Eh bien, nous avons convoqué un certain nombre de réunions œcuméniques avec des églises donc, qui géraient ce genre de maisons de maternité. Par exemple, tous les presbytériens ne sont pas entrés de l'Église unie en 1985. Il continue à y avoir des maisons gérées par l'Église presbytérienne. Mais à ma connaissance, aucune n'a encore exprimé d'excuses en mentionnant l'attitude de l'Église envers l'adoption comme l'Église unie l'a fait. D'accord. Alors, il y a d'autres organisations religieuses qui ont été invitées, soit dit en passant. Mais elles ne sont pas venues, elles ont refusé de venir, sauf qu'on a réussi à obtenir quelque chose, un mémoire écrit de l'Armée du Salut qui a été distribué. Alors, sénateur Monson, révérend Hayward, je suis le fils d'un ministre de l'Église unie. Je suis né en 1946. Mon père vivait dans le nord du Nouveau-Brunswick et puis ma mère était de Saint-Lambert, au Québec. Et à l'époque où je suis née, je me demande quel genre d'attitude prévalait à l'époque. Parce que les églises avaient beaucoup de pouvoir à l'époque pour contrôler la vie des gens, à la fois l'Église catholique et l'Église protestante. Et aujourd'hui, je me demande ce que mon père dirait ou comment était son attitude, parce que l'attitude de l'époque, bon, c'était lorsqu'on battait un enfant, c'était de lui dire que c'était pour son bien. Et lorsqu'on faisait adopter un enfant, on disait que c'était pour son bien parce que l'enfant allait
se retrouver dans une autre famille. Et je ne veux pas être trop émotif à ce sujet, mais j'ai un bon ami qui vit au Nouveau-Brunswick et qui ne connaît toujours pas sa mère. Et on est en 2018. Et j'applaudis évidemment l'Église unie. Et évidemment, j'ai intérêt à le dire. Et vous avez parlé de réunions œcuméniques et ce genre de choses, mais je vois que les attitudes n'ont pas beaucoup changé. Et pourtant, cela fait beaucoup de temps. Et bon, je suis née en 1946 et je vieillis. Et moi aussi, je suis préoccupée, comme Mme Poitras. Je pense à certains de mes amis polonais à Montréal. Alors pourquoi, pour l'amour de Dieu, l'Église ne pourrait-elle pas faire quelque chose de façon plus écuménique? Et pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour en arriver à une simple excuse? La vie, c'est plus que des excuses, révérend. Je pense qu'on devrait avoir honte de nous-mêmes. Nous avons ouvert cette discussion et maintenant, nous allons dire au gouvernement, au premier ministre de dire quelque chose, mais là, j'ai du mal à trouver des réponses. Bon, merci pour vos questions. Alors, je noterai qu'il y a eu des maisons gérées par l'Église unie qui étaient gérées conjointement avec d'autres organisations religieuses ou qui recevaient des fonds d'autres organisations religieuses, comme la Maison Élisabeth à Montréal, je crois, qui était gérée à la fois par l'Église anglicane et l'Église presbytérienne. Alors, oui, cela fait longtemps, mais ça ne fait peut-être pas si longtemps que cela parce que, bon, moi, j'ai un ministère de pastoral et je traite tous les jours avec des gens qui sont à un âge où ils auraient pu naître facilement dans ce genre d'installation dans les années 40 ou même plus tôt. Il y a encore des gens, même si ces gens-là sont de moins en moins nombreux. Alors, je pense que notre organisation essaie d'être un leader dans le domaine. Comme Mary Ballantyne l'a dit, toute excuse doit être précédée par un travail de base pour savoir pourquoi nous nous excusons et quels sont les paramètres de ces activités historiques. Et il faut également un plan d'action pour que ça ne s'arrête pas avec des excuses. Il faut parler des attitudes de l'époque. Et je pense que l'Église n'était pas tellement différente des attitudes populaires au sujet des mères célibataires, comme on les appelait. Une partie de cela vient de la chrétienté et du dualisme entre le corps et l'esprit. Les chrétiens ont fait la promotion du corps, mais on a toujours été... on a toujours considéré qu'on ne devait pas parler de la sexualité, surtout de la sexualité des femmes. Et évidemment, la grossesse en dehors des liens du mariage entraînait la honte pour cette femme et pour sa famille. Et on supprimait cette honte en plaçant des enfants en adoption. Et ces enfants, donc, étaient retirés de leur collectivité. Et la femme, la mère, pouvait retourner ainsi dans sa collectivité. Elle allait accoucher en cachette et ainsi, elle avait moins honte. C'était l'attitude de l'époque. Et comme nous l'avons dit dans notre exposé aujourd'hui, ces attitudes existaient également dans les hôpitaux, les maisons de maternité jusqu'à la fin des années 70. Jusqu'à ce que les femmes qui accouchaient, qui étaient célibataires, ont commencé à garder leur enfant davantage. Bon, alors, nous avons rattrapé maintenant le retard. Alors, sénatrice Omnivore. Alors, j'imagine que j'ai la permission de poser mes questions. Oui, on a un peu plus de temps maintenant. Bon. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci à tous pour vos témoignages.
que nous avons beaucoup apprécié. J'en conclus, d'après vos commentaires, Mme Ballantyne, qu'il faudrait présenter des excuses. Hier, nous avons entendu parler d'une étude faite par le Sénat australien. Et il y a eu des excuses en Australie, mais les excuses étaient le point culminant d'une enquête nationale. Et je me demande quelle est votre réponse, quelle serait votre réponse à la notion d'une étude nationale ou d'une enquête nationale qui rechercherait la vérité sur ces questions et qui porterait sur ces récits, ces expériences des enfants adoptés et des mères aussi, et qui examinerait également le rôle du gouvernement provincial, des gouvernements provinciaux et des organisations religieuses et des institutions comme les sociétés d'aide à l'enfance. Alors, ça, c'était le modèle australien. Est-ce que vous pouvez faire des commentaires là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, je pense que cela a certainement du mérite. En Ontario, je peux dire en fait que ce serait probablement la même chose à l'échelle du pays, mais ce n'est pas le genre de choses auxquelles on accorde beaucoup de temps ou d'attention maintenant dans le monde du bien-être de l'enfant. Et ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ce qui se passe, cependant, c'est que de plus en plus, ce qu'on considérait comme un bon système au Canada pour s'occuper de ceux qui avaient besoin de soins est remis en question avec le point de vue fondamental qui nous a mené à nous comporter comme on s'est comporté pendant les 100 dernières années. Et je pense que maintenant, on constate que c'était lié à la chrétienté, on voulait sauver des gens, on pensait qu'on pouvait faire quelque chose pour ceux qui n'avaient pas eu de chance. Et il y a des collectivités maintenant, comme des collectivités autochtones dont on entend parler, des collectivités où il y a des femmes dont on a profité parce qu'on leur disait on sait mieux que vous ce qu'il faut faire et par conséquent, on va vous forcer à donner votre enfant en adoption. Même problème pour les communautés africaines. Et donc, je crois que ce genre d'enquête dans ces institutions sont une bonne chose, car elles nous obligent à revoir en société nos motivations et revoir le genre de programme que l'on adopte et que l'on administre. Par contre, il ne faut surtout pas oublier un groupe en particulier, à savoir les parents adoptifs. Enfin, les parents d'adoption. J'ai travaillé dans le monde autochtone au niveau des excuses et je puis vous dire qu'un grand nombre de parents adoptés sont également le produit de leur époque. Ils se sont sentis pressionnés d'adopter pour être une vraie famille, une famille dite complète. Et de plus, ils pensaient faire une bonne action en adoptant un enfant qui autrement n'aurait pas eu la même chance, les mêmes chances dans la vie. Donc, il ne faut pas oublier les parents d'adoption. Et il ne faut surtout pas leur faire croire qu'ils ont fait une mauvaise action en adoptant un enfant. Bon, en présumant bien entendu qu'ils ont offert à leurs enfants d'adoption un foyer aimant. Alors, ces parents ne doivent surtout pas se faire culpabiliser. Et s'ils n'ont pas encouragé leur enfant d'adoption à entrer en communication avec sa famille biologique, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas reçu le soutien émotif dont ils auraient eu besoin. Donc, n'oublions pas ces parents d'adoption. Ils sont victimes autant que les enfants qu'ils ont adoptés. J'aimerais que les trois autres témoins nous parlent de la notion
d'une enquête de recherche de la vérité, car nulle réconciliation sans vérité. Mesdames Poitras et Fortin, pensez-vous que votre discours a été documenté? En fait, au niveau des excuses qui pourraient être faites, je pense que ça pourrait avoir un effet très bénéfique, sur toutes les provinces. Ça leur permettrait de réfléchir vraiment à la situation de façon plus approfondie, mais surtout sur les maires. Ça leur permettrait de sortir de l'ombre et de voir elles peuvent enfin se délivrer de ce secret-là. Parce que pour plusieurs, c'est vraiment la situation. C'est que ce secret est tellement ancré, elles ont tellement peur. Moi, j'ai entendu des mères nous dire, moi, de toute façon, lorsque je vais mourir, je m'en vais directement en enfer. Parce que elles avaient péché. Et ça, c'est ancré profond là, depuis l'adoption. Depuis le moment où elles ont dû confier leur enfant à l'adoption. Alors, je pense que des excuses seraient bienvenues et ça aiderait, comme je vous dis, ça les aiderait. Au niveau de documentation, il y a différentes documentations, oui, qui ont été publiées, mais encore faut-il que ces personnes-là aient pu commenter ou témoigner. Il y en a plusieurs qui sont restés. Quand on parle de l'ombre, il y en a plusieurs qui sont encore dans l'ombre. Ils n'ont jamais voulu en parler. Alors, c'est difficile d'arriver à documenter ou à avoir même des statistiques exactes parce que ça a été trop caché et c'est encore trop caché. Alors, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question ou si j'ai bifurqué un peu. You were excellent. Thank you very much. Non, vous avez très bien répondu. Merci. Pendant une étude, je me demande combien de temps ça prendrait, combien de personnes y participeraient. Au Québec, est-ce que les maires sortiraient de l'ombre? Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que il y a eu de la propagande pour adopter des enfants là, dans les églises et tout ça. Là, c'était il y avait de la publicité, là. Mais là, il n'y en a plus de publicité. Les gens qui ont tout fait pour mettre les gens dans l'ombre puis dans le secret, ils sont plus là. Pour les sortir, il faut trouver le moyen de... Puis aussi, ce que j'aimerais apporter, c'est qu'il y aurait des solutions quand même un petit peu dans les médias. Comme je vous dis, je suis d'accord avec l'étude. Mais par exemple, rien n'a été fait pour dédramatiser le fait que les mères ont laissé leur enfant en adoption. On les a laissés dans l'ombre, on a mis un voile par-dessus, puis on n'en parle plus. C'est fini. Donc, il faudrait avoir autant de monde qui font de la publicité pour les sortir. Rien n'a été fait non plus pour faire prendre conscience aux mères l'importance du refus. C'est que c'est terrible. Moi, j'ai connu des mères qui ont eu des refus, puis ça a comme démoli leur vie. Si j'en viens pour l'importance de connaître les antécédents médicaux, je voudrais en profiter pour vous dire ça. Les médecins qui ont participé, parce qu'il y avait les médecins, les avocats et l'Église, OK? C'était un trio. Les médecins ne sont pas là. Ils sont là pour étiqueter la carte, là, c'est payant, là. Mais là, ils sont pas sur les tribunes pour dire, y a-tu du cancer dans la famille? Y a-tu ci? Y a-tu ça? Il n'y a aucune publicité. Puis au niveau des associations, des collèges des médecins, des associations de lutte contre le cancer, les maladies cardiaques, on n'existe pas. On n'existe pas, les adoptés. C'est ça que je voudrais dénoncer. Ensuite, possibilité de participer à des études sur certaines maladies. Moi, ça m'a été refusé, certains tests génétiques puis des choses comme ça, parce que j'ai pas eu déjà un cancer, puis tout ça.
Ensuite, prendre au sérieux la santé des adoptés. Alors là, pourquoi qu'il n'y aurait pas une campagne de publicité pour dire c'est important? Ça répète, je sais pas, d'information pour les mamans puis la parenté. Bon, ensuite, je sais pas. En tout cas, lui, il disait pour l'amour de Dieu. Moi, je vais vous dire pour l'amour des adoptés. En tout cas, ça va pour l'instant. Okay. Are there any other comments from the panel? D'accord. Y a-t-il d'autres observations des panélistes en réponse aux questions de la sénatrice Omidvar? Non. Chers collègues, y a-t-il d'autres questions? Non. Très bien. Merci aux témoins. Vous avez grandement éclairé notre réflexion. Vous avez apporté votre point de vue particulier et donc un différent éclairage à notre réflexion. Merci beaucoup. Et merci de nous parler de votre expérience comme personne adoptée. Et je sais qu'il a été difficile pour vous de témoigner. Suite aux journées, aux 3 dernières journées, peut-être rapporter quelque chose en écoutant les témoignages et tout ça, revenir avec d'autres réponses ou d'autres... Est-ce que c'est possible de le faire par la suite encore? Yes, you could do that in writing. Oui, absolument. Vous pouvez nous envoyer une lettre ou un mémoire écrit. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez compléter votre témoignage d'aujourd'hui par écrit. Il vous suffit de l'envoyer à la greffière du comité. Et maintenant, nous allons débattre de la confection de notre rapport qui devrait être publié d'ici quelques semaines. Donc, vous avez amplement le temps pour compléter votre témoignage. Merci. Alors, merci aux témoins. Membres du comité, nous sommes toujours en séance, mais à huis clos cette fois-ci, pour parler de l'étude d'une ébauche de rapport sur ce sujet. Et nous allons donner des instructions de rédaction à notre personnel. Sur ce, je suspends la séance brièvement et nous poursuivrons à huis clos.